Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, France, Maroc et États-Unis. Nous allons revenir en effet sur les faits marquants de la visite présidentielle d'Emmanuel Macron parce qu'elle a été très riche en symboles. Et à la veille des élections américaines, une analyse de la situation qui s'impose entre Kamala Harris et Donald Trump. Les sondages sont des plus serrés. Mon invité est un confrère, Renaud Girard, journaliste pour Le Figaro depuis de très nombreuses années, spécialiste des relations internationales. Il a également été grand reporter dans de nombreuses régions du monde, expert en géopolitique. Il a écrit plusieurs ouvrages. Renaud Girard, bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir tout d'abord avec vous aujourd'hui sur la visite du président français Emmanuel Macron. Vous y avez consacré un long article. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite sur le volet tout d'abord des relations et de l'histoire entre les deux pays? C'était une grande visite, je dirais presque de réconciliation ou de retour à une amitié séculaire qui n'aurait pas dû être ébréchée. Il y a eu, pour des raisons subalternes, comme aurait dit le général de Gaulle, il y avait eu un refroidissement des relations franco-marocaines qui était un peu inexplicable au regard de l'histoire et au regard des intérêts stratégiques des deux pays. Mais c'était un fait, c'était sans doute nourri par des malentendus, par des tracas administratifs, des choses en fait peu importantes, mais qui ont fini par prendre une certaine dimension. Et Emmanuel Macron a su trancher, a su faire un geste important, qui est la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, un geste que j'estime fidèle à l'histoire et à l'équité. Et évidemment, ça a relancé, ça a tout changé. L'amitié et les relations personnelles, vous savez, dans l'histoire, ça compte beaucoup. Je me souviens des relations personnelles entre le sultan Mohamed V et le général de Gaulle. Il y a eu un grand défilé le 18 juin 1945 à Paris de la Victoire. Évidemment, les troupes marocaines ont été mises à l'honneur. Et Mohamed V était l'invité spécial de ce défilé du général de Gaulle qui lui a remis personnellement les insignes de compagnon de la libération. Et Majesté, le roi Mohamed VI avait, lorsque le président Macron a été élu, l'avait invité avec sa famille à dîner. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, il a voulu mettre les relations très haut, de manière, les relations, je dirais, fraternelles, et il y a eu ces incompréhensions, et donc on est revenu, si vous voulez, je crois, à l'étiage qu'on avait en 2017, où il y avait vraiment une volonté de part et d'autre d'avoir des relations d'amitié conformes à l'histoire. À votre avis, Renaud Girard, qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui dans les relations entre les deux pays, entre la France et le Maroc? Je crois que d'abord la France salue le développement incroyable du Maroc. Il suffit d'aller visiter le Maroc pour voir que les infrastructures, moi-même j'étais très frappé par les autoroutes, les trains, le port de Tanger, enfin, le développement incroyable Casablanca qu'a connu le Maroc, ça c'est la première chose. Donc c'est un pays qui n'a pas eu la manne pétrolière, mais qui s'est quand même beaucoup développé, et ça c'est remarquable. Il y a aussi, le Maroc a réussi à se projeter en Afrique extrêmement bien, alors que au début, je dirais, il y a 50 ans, il était un peu, 40 ans, isolé en Afrique. La plupart des pays africains et l'Union africaine avaient pris parti contre lui pour le Front Polisario. La tendance a été renversée grâce à la projection réussie du Maroc, qui devient une grande puissance commerciale et culturelle
dans toute l'Afrique. Et ça, évidemment, la France le salue, et la France s'associe d'ailleurs dans cet effort d'organisation, de développement de l'Afrique, d'organisation et d'organisation de la Méditerranée. On ne peut pas laisser tous ces trafics, et le premier d'entre eux est le trafic de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui font ce trafic-là, la drogue ou les êtres humains. On ne peut pas laisser ces trafics continuer comme ça. Il faut organiser cette Méditerranée, ce Sahel, et la France en a conscience, le Maroc aussi, je pense, et donc tous les deux ensemble, main dans la main, pourront faire progresser tout cet espace méditerranéen qui est évidemment très important pour nous Français et pour les Marocains. Vous parlez là de l'immigration. C'est un mot qui revient sans cesse dans les médias, qui revient sans cesse en politique, qui revient sans cesse lors des élections. On l'a vu en France, on l'a vu en Europe. Et actuellement, actualité oblige, puisque nous sommes à la veille des élections américaines, dans les mots des candidats, en particulier ceux de Donald Trump. L'immigration, il en a fait son cheval de bataille durant cette campagne. C'est très intéressant aux États-Unis, c'est que, évidemment, on ne peut pas prévoir le résultat, les sondages sont extrêmement serrés, mais c'est qu'il y a assez curieusement un vote qui n'est pas unanime entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire une grande différence. Les femmes votent, mais elles sont peut-être 9% de plus que les hommes à voter démocrate, c'est-à-dire à refuser Trump, alors que les hommes aiment bien Trump, qui est un battleur, qui est bon. Un peu macho. Un peu macho, un peu gaulois, etc. Et lui pardonne, alors que les femmes, qui souvent sont plus sérieuses parce qu'elles ont eu à gérer le foyer, les femmes lui pardonnent moins. Et donc, c'est ça qui, sans doute, fera la différence. En tout cas, on est tout à fait surpris de cela. Il y a aussi dans cette élection une bonne nouvelle que je voudrais souligner, c'est que les Occidentaux, chez eux, et ça va être le sujet de ma chronique publiée le mardi, ont visiblement réussi à surmonter le racisme, puisque c'est donc une noire qui risque d'être, une femme noire de 60 ans qui risque d'être élue président des États-Unis et qui en tout cas représente le grand parti démocrate. Et vous avez vu qu'en Angleterre, sur une tendance politique d'ailleurs différente, le leader du parti conservateur vient d'être élu et c'est une femme noire de 44 ans, née en Angleterre mais de parents nigérians. Et donc, de voir que ces deux les leaders du parti démocrate en Amérique et du parti conservateur, un parti qui a des idées tout à fait à droite, qui veut rendre sa grandeur à l'Angleterre, qui ne veut pas de laxisme sur la criminalité ou sur même l'immigration, eh bien, ce parti-là a élu démocratiquement, c'est tous les membres du parti conservateur votaient, une noire. Et ça, c'est quand même, je trouve, une bonne nouvelle que, effectivement, en Occident, désormais, on considère qu'il n'y a évidemment aucun lien entre la couleur de peau d'un être humain et son intelligence ou sa force de caractère. Qui a l'avantage, à votre avis ? Pour les Européens ? Non, entre les deux, entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors, à mon avis, Donald Trump a une personnalité, si vous voulez, plus à lui. Les gens, il ne récite pas un programme, il ne récite pas, il invente, il fait sa propre communication. En fait, il n'a pas besoin de communicants, alors qu'on sent que derrière Kamala Harris, il y a toute une machine.
la machine du Parti démocrate. Le talent de showman de Trump lui a permis de revenir dans la course au cours des dernières semaines. Mais là, je sens un tassement. Peut-être qu'il est allé trop loin dans le maniement de l'insulte. Il n'a pas su essayer de rassembler davantage pour prendre des voix au centre. Alors qu'il me semble que Kamala, je parle des tout derniers jours, a davantage réussi. Il y a encore une dizaine de jours, on pouvait dire que sa campagne était, comme on dit en anglais, bland, un peu insipide, un peu. Mais là, maintenant, je trouve qu'elle a plus de tenus. Elle a réussi à en faire une sorte de référendum pro ou anti-Trump. Et donc, il y a encore 5-6 jours ou une semaine, je pensais que c'est Trump qui allait gagner, mais là, je me suis moins sûr. Je trouve que dans le finish, si vous voulez, Trump est plutôt moins bon que Kamala. Est-ce que l'on peut dire aussi que parce que justement au début de sa campagne, Donald Trump s'est beaucoup appuyé et a beaucoup utilisé sa situation de victime, parce que c'est revenu dans tous ses meetings au début suite à ces tentatives d'assassinat, et qu'après ça s'est un peu étouffé tout ça. Oui, alors il a eu une réaction absolument extraordinaire après sa tentative d'assassinat. Il a eu de la chance. Il y a eu cette photo incroyable. Le point levé. Qui a été le point levé, qui a été publié sur tous les journaux du monde entier, mais qui rappelait en fait dans sa composition, qui n'était pas consciente, mais la photo existe, qui rappelait une photo hyper célèbre des soldats américains qui prennent en 1945 l'île d'Iwo Jima dans la guerre du Pacifique et qui brandissent comme ça le drapeau américain. C'est à peu près la même photo. Donc c'est une photo qui s'inscrivait dans l'inconscient collectif américain. Et là-dessus, Trump aurait dû surfer comme le miraculé de l'Amérique, mais qui veut désormais rassembler le peuple américain. Or, ce moment-là, je trouve qu'il l'a raté, puisque il est reparti dans une stratégie de stigmatisation de l'adversaire plutôt que dans une stratégie de conquête, je dirais, du centre et des gens qui, au départ, étaient, je dirais, éloignés de lui, mais pas irrémédiablement éloignés de lui. D'ailleurs, on va rappeler à nos auditeurs, comme plusieurs dizaines de millions d'Américains, certains ont voté dès hier dimanche. Ça a été le cas d'ailleurs de Kamala Harris. Elle l'a annoncé qu'elle avait déjà voté par correspondance. Oui, elle a voté, mais elle a refusé de dire si elle avait voté, parce qu'elle ne veut pas en faire un enjeu, puisqu'elle vote en Californie, sur ce qu'on appelle la proposition 36, qui est une proposition, qui est une sorte d'initiative référendaire, c'est autorisé par l'État de Californie, qui augmente les peines pour les voleurs à la tire et pour les trafiquants de drogue. Elle a eu raison de ne pas vouloir dire pourquoi elle avait voté. Elle a dit qu'elle ne voulait pas en faire un enjeu de la campagne, parce que si elle avait voté trop à droite, on lui aurait, si elle avait voté pour la proposition, l'aile gauche du Parti démocrate le lui aurait reproché. Et si elle avait dit qu'elle avait voté contre la proposition 36, eh bien évidemment les républicains se seraient emparés de cette déclaration pour dire qu'elle était laxiste sur la drogue et sur le crime. Donc elle a, de manière assez fine et intelligente, refusé de dire pourquoi elle avait voté, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, elle a voté par correspondance. On connaîtra les résultats quand ? Je pense qu'on connaîtra les résultats. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Mercredi matin. Dès le mercredi matin, puisqu'effectivement, avec le décalage horaire, on sera en pleine nuit ici, au Maroc, et également... Alors, sauf s'il y a sauf si évidemment, il y a
des réclamations et des requêtes, mais maintenant le système électoral s'est beaucoup amélioré. Vous savez, les Américains, ils sont quand même très bons dans la technique, et donc ils ont amélioré la technique du vote et du rassemblement des suffrages, du comptage des suffrages. Alors, il faut se souvenir qu'on avait eu une élection extrêmement serrée entre George W. Bush et Al Gore. Ça s'est joué, je dirais, à quelques centaines de voix en Floride. Et encore, on ne sait pas toujours quel est celui qui a vraiment gagné la Floride. Enfin, la Cour suprême a dit que c'était W. Bush. Ça a eu des conséquences énormes, d'ailleurs, sur la suite de l'histoire, parce que W. Bush était ce qu'on appelle un néoconservateur. Il a commencé beaucoup de guerres qui se sont révélées être des catastrophes. Mais bon, il est peu vraisemblable qu'on ait quand même un résultat aussi serré et que ça se joue à 200 voix dans un État. Mais comme c'est pas une élection directe, ce sont des élections indirectes, c'est-à-dire que il faut 270 grands électeurs et sans doute, en fait, le match va se jouer dans un seul État, c'est la Pennsylvanie, qui est ce qu'on appelle un swing state, un État qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Et il y a surtout une règle, c'est-à-dire que si vous gagnez la majorité des voix dans cet État, vous gagnez tous les grands électeurs envoyés pour élire le président des États-Unis. Il faut avoir 270 grands électeurs pour être élu, parce que le collège électoral est de 538. Et donc, la Pennsylvanie, à elle seule, si vous voulez, si vous la gagnez, vous donne 19 grands électeurs. Et c'est donc là que tout se jouera, à mon avis. Des élections que l'on va suivre de très près. Merci beaucoup, Renaud Girard. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Les Figaro, spécialiste de relations internationales, expert en géopolitique. Merci beaucoup. Au revoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté.